Voilà. Je pense qu'il faudra que je fasse 2 morceaux d'enregistrement parce que je sais que je suis limitée à je sais plus combien de gigas là pour la taille d'un fichier. Donc je sais que si je fais le cours en entier, ça marche pas. Donc si je veux quand même que la dame je puisse lui envoyer quelque chose, il faudra que je coupe un moment et que je redémarre. Du coup, nos amis en haut à droite, tu les connais pas, Angélique, ils font faire que quelques cours parce qu'ils attendent leur deuxième bébé pour un accouchement avec moi à la maison. Voilà. Et puis bah, nous, Angélique et Adrien, on s'est déjà vu sur le premier cours lundi. Lundi, ouais. On a fait le cours sur le bébé, justement. Qu'est-ce qu'un bébé, tout ça. On aurait pu s'éterniser bien plus longtemps, mais voilà, on a fait les essentiels. Donc, du coup, je vous présente mon bébé. Et c'est un des poupons de ma fille en plus, hein, vraiment. Bon, elle s'en sert plus hein, maintenant, depuis le temps. Elle a 12 ans, hein, donc elle me les prête volontiers. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que justement, j'enchaîne le cours sur le bébé et l'accueil du nouveau-né avec, le cours sur l'allaitement parce qu'en fait, je parle beaucoup de comment doit se passer cette première tétée. J'essaie de pas trop faire d'incursion d'un cours à un autre, mais souvent avec les questions, forcément, ça file. Je me demande si d'ailleurs dans l'accueil du nouveau-né, il y a plein de trucs que j'ai pas mentionné lundi. C'est l'histoire du clampage tardif. Euh, c'est vrai que quand je vous ai dit, quand il sort, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on le met sur la poitrine, enfin le ventre de sa maman, et puis après, elle grimpe sur la poitrine. Et en fait, on pourrait en parler aussi pendant le cours sur le travail, hein, tout ça c'est lié. Je coupe, enfin, normalement, il est recommandé de ne pas couper le cordon tout de suite, parce que le bébé, avec son petit cœur, il continue à battre, enfin, plutôt, il bat tout court, et il continue à pomper le sang qui lui appartient encore, qui est resté encore au niveau du placenta. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne se jette pas normalement sur le clampage et la section du cordon juste après la naissance. Ça lui permet d'avoir une plus grande capacité d'oxygénation, on va dire, puisqu'il a tout son sang à lui plutôt qu'une partie qui est un peu amputée. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour moi. Je fais des clampages tardifs, voire très très tardifs, genre à 1 heure et demie de vie, ça m'arrive largement. Tant que le placenta il est dehors, je m'en fiche de quand est-ce que je coupe le cordon. Voilà. Donc ça va nous aider plus ou moins en fait. Ce bébé, bah, au départ, il va être sur le ventre, il va vouloir un petit peu commencer à grimper et c'est ce qui va nous aider aussi un petit peu pour la délivrance parce qu'au départ, il va un petit peu lui-même faire des petites tractions sur le cordon pour pour inciter au décollement placentaire quoi finalement. Donc ce bébé, on va partir la première tétée, on va essayer de faire chronologique pour le démarrage de l'allaitement. Je ne vous parlerai pas de sevrage, de reprise du boulot, de diversification, des fois si on en parle un peu, quoi qu'on en a parlé dans le cours sur le bébé. Parce que en France, la culture sur l'allaitement, elle est hyper mauvaise. C'est pas pour rien qu'avec Céline, on refait le cours sur l'allaitement. Parce que voilà, c'est en France, déjà, on va essayer de parler probablement quasiment que des 3 premiers jours, juste le démarrage. Parce que si on ne vous soutient pas dans cette phase-là, il n'y en a déjà plus beaucoup qui allaitent à la fin de la première semaine de vie de l'enfant. À peu près 80% des femmes qui disent qu'elles veulent allaiter pendant la grossesse, il n'y en a que 50% à la fin de la première semaine de vie qui allaitent encore de manière exclusive. Et globalement, ouais, peut-être un peu plus qu'une semaine, puisque je crois que oui, on dit durée médiane à 3 semaines. Donc finalement, oui, non. 50%, c'est peut-être un peu réducteur, mais on est peut-être à 60%. Au bout de 3 semaines, 50%. Et des bébés encore allaités à 3 mois, on va dire que c'est, je sais pas, 20-30%, quoi. Il y en a beaucoup qui arrêtent avec la reprise du boulot aussi. Et la recommandation officielle de l'OMS, on fait ce qu'on veut, hein. Toujours en matière d'allaitement, c'est très libre. On fait ce qu'on veut, mais une tétée, ça, c'est déjà bien. Une journée, c'est déjà bien. Un mois, c'est génial. Un an, c'est top. Et toute durée intermédiaire, c'est très bien aussi, hein. C'est toujours ça que le bébé il a, plutôt que du lait artificiel. Donc l'OMS, elle nous dit 6 mois exclusifs et au moins 2 ans en complément de la diversification. Donc ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le sevrage naturel, quand on a étudié un petit peu la forme de la mâchoire, le développement neurologique de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces mammifères, on s'est rendu compte que l'âge de sevrage naturel chez l'humain serait autour de 5 à 7 ans. La fin des dents de lait. Donc, parce que c'est là où effectivement le système immunitaire de l'enfant il est à peu près mature. Au niveau neuro, bah, c'est là aussi où ça y est, ils ont acquis complètement la marche, la parole. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont établies. Donc effectivement, on a le temps de voir venir, quoi. Bon, c'est en plus un clin d'œil culturel, mais ça remet un petit peu certains préjugés potentiellement un peu à l'épreuve. Moi, j'ai dans mon entourage beaucoup de femmes qui ont allaité plusieurs années.
pas parce que je suis une intégriste, mais parce que, enfin, je fais partie de l'Acte Écoute, donc forcément, j'ai aussi pas mal dans mes copines bénévoles de l'Acte Écoute. Donc, c'est l'association de soutien à l'allaitement maternel dans le Puy-de-Dôme, un petit peu au-delà du Puy-de-Dôme. Et ben, on a effectivement pas mal de copines qui ont allaité plusieurs enfants en même temps, ou allaité pendant la grossesse et tout. Donc, forcément, oui, je suis un peu perturbée par rapport à la moyenne générale, de la population générale. Et il y a quand même de plus en plus de femmes qui allaitent longtemps. En fait, il y en a beaucoup qui arrêtent dès le début, enfin, rapidement. Et celles qui poursuivent, bah, comme ça se fait de manière simple et discrète, finalement, ça se voit pas qu'elles allaitent au long cours, quoi. Mais il y en a finalement plutôt pas mal qui allaitent plusieurs années. Donc c'est toujours bon pour l'enfant. À partir du moment où le pédiatre il trouve que le bébé doit recevoir du lait, c'est que votre lait à vous est toujours le meilleur, en fait, hein, forcément. Le lait de l'espèce humaine sera forcément le mieux adapté à un petit humain. Donc ne craignez rien à allaiter longtemps. Et je vous dis, si vous allaitez que une semaine ou un mois, c'est déjà super bien. Euh, donc alors notre petit, il se pose sur le ventre. On a dit qu'il allait grimper un petit peu grâce à ses sens. Il était programmé pour aller grimper tout seul vers la mamelle, l'une ou l'autre. Et on les laisse, hein, quand même. On peut les laisser faire. Il ne faut pas faut pas les brancher au sein tout de suite. La plupart du temps, la première tétée, c'est pas au bout d'un quart d'heure de vie qu'on arrivera à brancher l'enfant. C'est pas trop fréquent. Généralement, ils sont pas encore assez éveillés pour ça. Souvent, c'est plutôt trois quarts d'heure, une heure de vie finalement, où ils vont vraiment commencer à ouvrir les yeux, faire ce contact visuel pour vous faire sécréter plein d'ocytocine. On l'a dit, cette ocytocine, cette bouffée énorme d'ocytocine, elle va nous servir au décollement placentaire et éviter qu'il y ait des hémorragies, mais surtout aussi à vous pour vous faire sécréter, toute cette ocytocine, elle va nous servir à l'éjection du lait. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, du plaisir, du bonheur, des contractions utérines et de l'éjection du lait. Autour de votre glande mammaire, là, les glandes mammaires, faut voir ça un petit peu comme des grappes de raisin. Vous avez plein de petites alvéoles avec des canaux lactifères qui vont aller jusqu'à la grappe principale, là où elle est accrochée, et qui va s'aboucher au niveau oui, ça aussi c'est mon sein que j'ai tricoté moi-même, au niveau du mamelon. Donc on appelle toute la partie foncée, c'est l'aréole, le reste, c'est le sein, et le mamelon, c'est vraiment la partie saillante. En vrai, c'est plusieurs petites grappes les unes à côté des autres. On a plusieurs embouchures, canaux lactifères autour. Et donc, autour de nos grains de raisin, on a des cellules musculaires et l'ocytocine, elle va agir sur ces cellules musculaires pour écrabouiller le petit grain de raisin et éjecter le lait dans les canaux et vers le bébé. La deuxième hormone qui nous est utile dans l'allaitement, c'est la prolactine. C'est celle qui sert à produire le lait, vraiment la quantité, le volume. Et ces deux hormones, en fait, on va les sécréter parce que le bébé va justement téter le sein. Alors la prolactine, surtout déjà pendant la grossesse, on en a beaucoup qui servent à développer la glande mammaire. Et on a le taux qui augmente pendant l'accouchement, mais sans doute parce que juste après, il y a la deuxième fonction, c'est quand même la mise au sein. Et vous allez avoir, en fait, ce bébé, il va provoquer les deux réflexes de production de l'ocytocine et de la prolactine en mettant sa bouche sur le sein, mais à un endroit très particulier, c'est vraiment autour, hein, vraiment quasiment à la limite entre l'aréole et la peau. C'est là où il y a le plus de capteurs sensitifs euh, qui vont aller monter le signal jusqu'au cerveau. Et ces deux hormones, prolactine et ocytocine, sont produites au niveau du cerveau, redescendent jusqu'au niveau du sein. Et là, il y a action en chaîne, euh, production du lait et éjection du lait. Donc c'est pour ça que le bébé, il faut vraiment qu'il ait sa bouche installée loin sur l'aréole pour que justement ce réflexe neuro-hormonal qui est quand même complexe, hein, vous voyez bien qu'il faut que ça monte au cerveau et que ça redescende, donc ça prend une bonne minute pour qu'effectivement on puisse sécréter le lait. Ce qui vous fait bien comprendre que votre bébé, c'est là où il doit mettre sa bouche. Des fois, quand on dit qu'il faut vérifier qu'il soit bien installé, on a des fois des sages-femmes ou des auxiliaires de puère en maternité. Malheureusement, l'allaitement est beaucoup géré par les auxiliaires de puère en mater et elles ont une formation qui est plutôt brève en matière d'allaitement. De toute façon, une formation brève tout court, hein, puisque c'est une formation en un an. Donc, du coup, je trouve que c'est pas toujours super up-to-date, on va dire. Quand elles regardent, s'ils sont bien installés, des fois, on voit vraiment des bébés qui prennent que le mamelon, qui disent oui, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et la femme, en fait, elle a super mal. Ce soir, vous ferez le test, hein, vous avez déjà toute votre glande mammaire qui est en place et qui est active, hein, puisqu'elle se met en place autour de la fin du premier trimestre, voire un petit peu plus. Parce qu'en cas de naissance prématurée, en fait, c'est vraiment l'éjection du placenta qui va déclencher la mise en place de la montée de lait de 3 jours après.
Donc du coup, vous pouvez accoucher à 30 semaines comme à 42. Il y aura toujours du lait pile à J2, J3 à peu près. Au début, il y aura que du colostrum, le premier lait, on va en reparler aussi. Euh, et du coup, c'est déjà en place pour vous et ça se mettra, la montée de lait sera active à chaque fois 2-3 jours après. Donc vous testerez. Vous pourrez pincer ici au niveau du mamelon. Ça fait mal, il n'y a rien qui sort ou très très peu. Si vous mettez en arrière ici, vraiment à la limite entre la peau et l'aréole, vraiment avec les doigts vraiment opposés, il faut juste 2 doigts pour exprimer du lait. Ça fait beaucoup moins mal et ça sort. Alors, selon les femmes, selon la quantité de colostrum qu'on a et de comment on est foutu, ça fait plus ou moins mal quand même. Il faut être un peu ferme. La glande mammaire, la plupart, elle se situe voilà, 3 à 4 cm en arrière de l'aréole. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là qu'il faudra appuyer, stimuler pour pouvoir faire sortir le lait. Donc, pour exprimer le lait manuellement, on se sert vraiment de ces 2 doigts. En forme de C, ici, voilà, juste derrière l'aréole. En fait, on peut se dire, l'aréole, c'est pour le bébé, on n'y touche pas vraiment. Et nous, on touche le sein, ok. Donc, on se met vraiment dans cette zone-là. En forme de C, on appuie, je vais faire un contrepoids, on appuie vers la cage thoracique et on rapproche les doigts l'un de l'autre. On ne va pas vers le mamelon, parce que sinon, en fait, on va rouler au-dessus de la glande, là, seulement dans la partie graisse sous-cutanée. Et du coup, on ne va pas presser la glande, il n'y a rien qui va sortir. Et en plus, ça fait mal d'aller vers le mamelon. Donc, c'est vraiment par là et hop, je serre la glande. Hop, à nouveau et je serre la glande. Ben, il faut peut-être le faire parfois 3, 4, 5 fois avant que ça sorte. Parce que des fois, il faut justement aller jusque la stimulation du réflexe ocytocine pour pouvoir exprimer quelques gouttes. Si je me mets dans l'autre sens, hop, alors, je ne sais pas si on voit bien, ouais, comme ça. Par là, la cage thoracique et on rapproche. On refait la cage thoracique et on rapproche, et ainsi de suite, 3, 4, 5 fois, et ça finit par perler. Alors oui, vous n'allez pas en avoir des litres. Le colostrum, du coup, c'est le premier lait, c'est celui que vous avez en place euh, vraiment avant la montée de lait, puis après c'est progressif, il y a de moins en moins de colostrum et de plus en plus de lait mature qui lui sera blanc, mais plutôt clair, c'est blanc bleuté, il est moins chargé en graisse que le lait de vache par exemple. Les veaux sont programmés pour aller à la mamelle que 2-3 fois par jour. C'est pour ça qu'on fait des treilleuses, on branche les treilleuses quand on veut faire du fromage, que 2 fois par jour. Alors, c'est moche à dire, c'est pour ça qu'elles se font beaucoup de pathologies de mammites, parce qu'on ne fait que 2 fois dans la journée et que du coup elles sont très très engorgées. C'est pour ça qu'elles courent à la treilleuse. Du coup, elles sont faciles à traire parce qu'en fait elles ont mal. Et si on attend trop, ben, elles vont faire une petite infection et tout, ça va être engorgé et après ça va tourner en mastite. C'est pour ça que vous, il ne faut pas restreindre les tétés, il faut vraiment le faire plus qu'à volonté. Si vous commencez à avoir des douleurs ou le sein très tendu, c'est à vous de réclamer des tétés pour pas que ce soit trop tendu. Ils ne peuvent pas se faire mal et pas qu'il y ait des infections derrière. Et donc, dans le cas de chez la femme, on ne dit pas des mammites, on dit des mastites. C'est pas tant que ça des mamelles. Le terme mastite, mastose, ça se rapporte au sein. Donc du coup, ouais, exactement. Ouais, des fois on entend dire en maternité, il faut qu'il tète toutes les 3-4 heures. Et en fait, c'est toutes les 3-4 heures max. Il n'y a pas de minimum et c'est plutôt recommandé qu'il y ait des tétées. Je préfère plein de tétées fréquentes mais peu abondantes plutôt que des grosses tétées toutes les 4 heures, quoi. Vous allez beaucoup plus stimuler votre lactation en les mettant souvent au sein. En fait, votre histoire de prolactine, c'est pas pour rien que je vous ai raconté ce truc très, très, très technique et médical. C'est qu'en fait, plus souvent va y avoir des stimulations, des suctions, plus votre cerveau il va comprendre que, hey, il y a un bébé au sein, il faut que je produise. Donc, il vaut mieux avoir très souvent des réflexes de prolactine et d'ocytocine. En fait, ces 2 hormones, elles ne sont pas produites avec des niveaux en continu, et puis plus je stimule, plus il y a un haut niveau. Elles sont produites en pic. Et la fréquence des pics va dépendre de la fréquence de la stimulation. Plus il y aura de stimulation, plus il y aura de pics, plus il y aura d'éjection du lait et de production du lait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit des tétées fréquentes. Et c'est pareil, plus il y aura de pics de prolactine, moins vous pourrez sécréter des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est ceux qui vont remettre une ovulation en place. Parce que s'il y a une ovulation en place et qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément la contraception comme aujourd'hui, il y aurait potentiellement un compétiteur à cette lactation, un futur nouvel habitant de l'utérus. Donc du coup, c'est pour ça que plus on a un allaitement fréquent, à la demande, abondant, plus on va a priori éviter qu'on va se remettre en place une ovulation. Et c'est pour ça qu'on dit que l'allaitement peut être une méthode
de contraception, elle est très efficace, hein, mais il faut observer un certain nombre de règles, c'est-à-dire un allaitement fréquent, à la demande, exclusif, donc pas de biberon, de complément, pas de tétine, pas de sucette, pas de reprise du boulot aussi, parce que mine de rien, la proximité mère-enfant, déjà, ça nous fait sécréter de l'ocytocine et de la prolactine, rien que d'être avec son bébé, alors que quand on est au boulot et qu'on pense jamais à lui parce qu'on est en réunion à droite, à gauche, on fait quand même un peu baisser nos niveaux hormonaux et du coup, c'est un peu plus difficile de tirer notre lait et des fois de maintenir carrément une lactation, hein. Même si pourtant on tire notre lait, comme on n'est plus tout à fait dans la même ambiance avec notre bébé, des fois c'est plus difficile pour les femmes. Bon, par contre, je suis bien d'accord, hein, c'est pas très compatible avec notre monde moderne, hein, mon histoire d'allaitement de 2 ans, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est vrai que reprendre le boulot en continuant l'allaitement, c'est tellement gratifiant. C'est fatigant et pas fatigant en même temps parce que on n'a pas à se lever la nuit pour complètement préparer un biberon, le rincer, le machin, le faire chauffer. On déballe et on branche le bébé, il se sert tout seul et quand il a fini, il retourne sur le dos et nous aussi. Donc c'est parfois moins fatigant d'allaiter la nuit que de se lever pour faire des biberons, hein. Ça, c'est assez sûr. Euh, ce que je disais, je fais beaucoup de digressions. Il vaut mieux effectivement faire des tétées super fréquentes, ça c'est clair, ça stimulera beaucoup plus. De toute façon, à J0, J1, la taille de l'estomac du bébé, comme il est encore très replié, on va dire, il sort à peine du ventre, il fait à peu près 6 millilitres, hein. Donc effectivement, notre quantité de colostrum, elle va être très peu importante. Et du coup, bah, il y aura toujours ce qu'il faut en fait. 6 millilitres, ça constitue, j'allais dire une tétée de quelques minutes, mais en fait, oubliez la montre. Comme je vous dirais aussi dans le cadre du travail d'accouchement, la montre est un instrument beaucoup trop moderne pour les processus qu'on est en train d'évoquer, que ce soit l'accouchement ou la lactation, c'est des processus ancestraux. Il faut effectivement oublier tout ce qui va être montre, donc l'histoire des 3-4 heures, éventuellement, je vous dis grand max. En fait, si on a l'impression que ça fait longtemps que le bébé il a pas tété, on n'hésite pas à aller le sortir du lit, on le déshabille, on change la couche, on le met en peau à peau. Généralement, rien qu'avec le peau à peau, dès qu'on lui met le menton dans le sein, hop, il ouvre grand la bouche et on peut le faire téter. Même endormi, hein, à moitié les yeux fermés, avec les réflexes, on est capable de le faire téter assez efficacement. Voilà, il va déclencher, il va faire quelques suctions un petit peu réflexe, il va déclencher finalement le réflexe d'éjection. D'un coup, le lait va venir de manière abondante. Et puis là, bah, finalement, réflexe aussi, il a quelque chose dans la bouche, et ben il avale et il déglutit et machin. Donc on arrive à faire des tétés avec des bébés complètement endormis, qui peut être pratique des fois pour caler, par exemple quand on a déjà un enfant, voilà, on a besoin d'aller l'emmener à l'école évidemment, donc on fait notre tété un peu vite fait avant de partir, sans forcément réveiller trop le bébé, on le glisse dans l'écharpe ou dans le sling, on va déposer la grande à l'école, et puis finalement le bébé s'est rendu compte de rien, donc ça peut être des tétés à votre demande aussi. Mais on va revenir, hein, sur le rythme des tétés. Oui, je disais aussi sur l'histoire de la contraception. Donc allaitement exclusif, tout ça, des tétés pas plus que toutes les 4 heures. Vous avez le droit à une fois 6 heures d'espacement. On espère que ce soit la nuit plutôt que le jour, par période de 24 heures. Et tant que vous n'avez pas votre retour de couche aussi. Donc du coup, c'est maximum 6 mois parce qu'à partir de 6 mois, il y a la diversification. Donc c'est plus exclusif. Mais cette méthode, tant que vous n'avez pas le retour de couche, bah, a priori, elle est efficace jusqu'à au moins 6 mois. Au-delà des 6 mois, il faut combiner avec une autre méthode de contraception. On peut se rendre compte qu'on est toujours en aménorrhée lactationnelle, parce que même s'il y a diversification, le bébé finalement il prend très peu, sa source principale d'alimentation ça reste le sein. Et du coup, s'il a des tétées qui restent toujours très fréquentes et qu'en observation, je ne sais pas s'il y en a qui faisaient de l'observation du cycle, mais si on a peu de pertes vaginales, soit qu'elles sont blanches opaques ou soit qu'on n'en a pas, et ben on est toujours avec un cycle bloqué. Donc du coup, s'il n'y a pas d'ovulation, ben on sait qu'on n'aura pas nos règles et qu'on est toujours en aménorrhée lactationnelle. Pour le coup, moi j'ai eu un implant qui a été posé en postnatal, donc à 6 semaines d'accouchement de mon deuxième. Et du coup, j'ai eu zéro saignement pendant quasiment 2 ans. Et bah non, pendant plus de 2 ans, même d'ailleurs 2 ans et un mois. En fait, j'ai sevré mon fils à. J'en avais marre, hein, du coup, j'étais déjà en études de sage-femme. C'est là que j'ai recommencé les études, justement. Il n'avait pas tout à fait 2 ans. J'ai étalé le sevrage sur 5 mois parce qu'il était hyper accro. Et du coup, je pense que sa dernière tétée, il l'a vraiment eu à 23 mois. Et j'ai commencé à avoir des saignements sous implant à 23 mois plus un mois et demi, le temps que les ovulations se remettent en place. Et donc, je pense vraiment que j'étais en aménorrhée lactationnelle pendant tout ce temps-là. J'ai une copine qui a allaité très longtemps aussi. Elle, ça a été 2 ans. Et j'ai eu une patiente qui, elle, sa fille était, mais genre, vraiment très, très accro. Elle a mis un petit peu le haut là au niveau du nombre de tétés. Je crois qu'elle a allaité 5 ans ou 6 ans.
Sa fille, elle a mis un peu le haut là sur le nombre de tétés vers 3-4 ans et elle a eu le retour de couche effectivement à 4 ans. Donc ça peut être vraiment super intéressant des fois, hein. Mais voilà, souvent c'est 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois après une baisse des tétés. Bref, on en revient sur notre première tétée. Ah, t'as l'air d'avoir une question, Angélique. Faut que tu l'écrives. J'ai entendu parler qu'on pouvait congeler le colostrum en fin de grossesse. Ouais, tout à fait. Alors, disons qu'en mater, ils peuvent être un petit peu casse-pieds des fois sur les pipettes de colostrum qu'on va emmener de la maison. J'ai tendance à dire, en fait, faites-le que si vous avez un risque. Enfin, vous pouvez le faire quand vous voulez, hein. Mais quand vous avez un risque d'être déclenché vraiment prématurément, que la grossesse, on passe en grossesse patho, genre vous avez de la tension très élevée, vous êtes hospitalisé, on se demande quand est-ce que vous allez avoir une césarienne ou un déclenchement, ou des choses comme ça. Donc là, on va plutôt parler de prématurité quand même, hein. Euh, Quand c'est à terme, ce sera probablement faisable de faire des tétés au sein ou vous aurez un déclenchement. Ce sera faisable aussi d'avoir un bébé qui sera quand même en bonne santé à la naissance. Donc ça va être vraiment plutôt dans le cadre de la prématurité. Si vous êtes hospitalisé, on va dire que ça vaut le coup. Vous exprimez dans des petites seringues, alors plutôt des seringues de 10 ou 20 millilitres, mais pas parce qu'elles sont grandes au niveau contenance, mais surtout parce qu'elles sont larges au niveau diamètre. Vous allez pouvoir y glisser, plus facilement récupérer goutte à goutte le colostrum. Vous faites effectivement de l'expression manuelle. Céline, elle est infirmière, donc je pense qu'elle verra vraiment de quoi je parle. On met les seringues et on met les bouchons pour perf au bout de la seringue, comme quand on prépare des médicaments. On exprime dedans, par le cul de la seringue, on enlève le piston, on met notre bouchon, on exprime dans la seringue, et quand on a fini, on remet le piston en enlevant le bouchon, on enlève tout l'air, et on remet le bouchon et on congèle comme ça, on met la date et l'heure de l'expression pour qu'on ait à chaque fois le tirage, on utilise les seringues les plus anciennes. Effectivement, on peut congeler comme ça, et comme ça, le bébé, quoi qu'il arrive, même s'il fait une détresse respi ou quoi que ce soit, qu'il doit être emmené en néonate, en kangourou, en réa ou ce qu'on veut, il peut avoir tout de suite du colostrum à vous. Mais normalement, même s'il doit partir en réa ou quoi, l'alimentation, ça va pas être la priorité, ça va être plutôt effectivement s'il a une détresse respi ou une infection, ou je sais pas quoi, ça va être les traitements de l'infection et de la détresse respi. Et en fait, vous pouvez dès la salle de naissance exprimer votre colostrum dans les fameuses seringues pour qu'effectivement il y ait tout de suite, en fait, que le bébé puisse partir quasiment avec les seringues, ou alors que très rapidement il soit rejoint, les seringues le suivent en néonate. Vous serez hospitalisé au bout des 2 heures, 3 heures de surveillance en maternité classique. Et dans ce cas-là, vous pourrez continuer à exprimer très régulièrement votre colostrum. On ne va pas attendre de le faire toutes les 4 heures ou même qu'on vous dise ah madame, c'est bon, reposez-vous aujourd'hui, on verra demain pour le tire-lait. Non, 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 ça vous pouvez être sûr qu'on va avoir un gros retard à la mise en place de la montée de lait. Il vaut mieux exprimer tout de suite son colostrum et rapidement. Là, j'ai eu malheureusement il y a 2 semaines, 3 semaines, une patiente qui devait accoucher avec moi. J'étais déjà en accouchement, mais quand elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai perdu du liquide amniotique, j'ai pas trop de contraction, mais le liquide il est teinté. Je lui dis il va pas se déteinter, donc il vaut mieux aller à la mater. Puis ça s'est pas bien passé, elle a eu une césarienne, enfin bref, un truc affreux. Le bébé est allé en réanimation et elle a dû réclamer, elle fait partie de la écoute aussi, elle a réclamé à exprimer son lait tout de suite. On lui a dit ah madame, non non non, j'exprime mon lait, c'est pas une question, c'est je vous informe, j'exprime mon lait tout de suite, donnez-moi une seringue. Et donc elle l'a fait et ça a pu être mis en place tout de suite et elle a effectivement après poursuivi l'allaitement. En fait, quand on a un bébé, bon, on est en train de parler d'une situation particulière, mais quand on a un bébé qui ne peut pas être avec vous, quand il y a une séparation mère-enfant, on vise l'hyperlactation. Clairement, jusqu'à la montée de lait, on fait de l'expression manuelle toutes les heures ou toutes les 2 heures, enfin fréquemment, en tout cas le plus qu'on peut, idéalement en peau à peau avec le bébé s'il ne peut pas téter directement pour X ou Y raison. Et dès que la montée de lait, enfin dès que le volume mammaire commence un peu à augmenter, qu'on sent que ça grésille, ça chauffe, on commence à la main, on met le tire-lait et on finit à la main parce qu'on sera toujours très très efficace à la main. Le sein n'est pas un réservoir, c'est toujours en train de produire, comme je vous ai dit, plus on exprime, plus on produit. La prolactine, elle est vraiment en permanence en train d'être sécrétée par pic, et donc du coup, rapidement, on va en avoir à nouveau des gouttes. Ce ne sera pas un fleuve, hein, mais on dégoûte à nouveau, on change de sein, on change de sein, on change de sein, et on va en avoir plein comme ça. Et c'est vrai que j'avais une maman, quand j'étais encore étudiante, je sais plus ce qu'elle avait eu, mais je crois que c'était des problèmes d'hypertension et tout. Le bébé était né préma, pas beaucoup préma, mais un petit peu quand même. Bref, ils étaient séparés. Et pour le coup, on lui avait pas amené le tire-lait sur les 24 heures, les 24 premières heures de vie. Moi, j'arrive en stage, j'avoue, avec mes gros sabots, ah non, il vous faut un tire-lait, il faut qu'on vous montre l'expression de ma mère, machin.
Du coup, on a mis ça en place et elle avait que ça à faire pour son bébé. Finalement, elle pouvait rien faire d'autre. Le reste était pris en charge tout par l'équipe soignante. Elle a exprimé, elle a branché le tire-lait, elle a réexprimé. Je suis revenue en stage 2 jours après. Elle avait trop de lait, elle donnait au lactarium, c'était génial. Et, euh, et c'était, ben voilà, elle avait tout fait à la main. Son bébé pouvait vraiment pas téter. Et c'était trop bien. Donc, il faut vraiment viser d'en avoir trop dans ces situations particulières. Bref, on en revient à notre première tétée. Tout ça, c'est du contexte, mais ça vous aide à comprendre quand même. Hein, donc, c'est pas non plus complètement anodin. Donc, notre colostrum, il est hyper riche en anticorps. C'est vraiment le premier lait. Il y a des cultures où on donne pas ce lait-là parce qu'on considère que c'est du lait de sorcière, machin, c'est pas bon pour la santé du bébé, c'est pas vraiment du lait. Non, 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 au contraire, s'il y a bien un truc qu'il faut absolument donner au bébé, c'est bien le colostrum. Il y a des zones. Euh, Bref, c'est vraiment ce qu'il faut donner. Il y a des endroits où. Enfin, je sais que moi, j'ai vu plutôt dans le monde vétérinaire, où justement les veaux, les petits chevreaux, ils étaient éloignés de leur maman après pour la production laitière et fromagère. En fait, non, s'il y a bien un truc qui donnait, c'est d'abord le bébé, les petits étaient à la mamelle sur les premiers jours, et après, une fois que la montée de lait était là, on éloignait le bébé, le chevreau, on n'en gardait que très peu de lait, on mutualisait tous les colostromes de toutes les chèvres, et pour qu'elles aient du coup les différents types d'anticorps des mamans. Et après, effectivement, ils avaient du lait artificiel en partie, pendant que nous, on gardait le lait pour faire du fromage. Bon, bref, dans le monde veto, c'est moyen, mais mine de rien, ils avaient bien compris que le colostrum, il fallait absolument le donner au bébé parce que ça faisait des bébés qui avaient moins de maladies. Donc, notre petit, la première tétée, il va grimper et il va. Donc, hop, il faut peut-être que j'oriente encore un petit peu plus l'écran pour que ce soit ciblé sur la poitrine. Voilà. Donc, notre bébé, il va ramper, il va ramper. Il va frotter sa tête. Hein. Je vous avais dit qu'il était très sensible au niveau du contour du visage, enfin, et de la bouche, au niveau sensitif, et c'est pas pour rien. Effectivement, il va passer une fois, deux fois, trois fois, à force de ramper. Il va se retrouver vraiment en face du sein. Il faut qu'il soit ventre à ventre. C'est pas comme la position biberon avec la tête tournée vers le sein. Ça marche pas, ça. Ça va vous faire mal et le bébé va récupérer très très peu de lait. Il faut vraiment qu'il soit face au sein. Moi, ce que je vous dis souvent, quelle que soit la position d'installation du bébé, on va les voir, hein, toutes ces positions d'allaitement. Il faut que le bébé soit face au sein, un bras de chaque côté. Voilà, on a un bras en haut, un bras ou à droite ou à gauche du sein. Alors, pas face à face, mais un tout petit peu décalé pour qu'il y ait plus d'aréole du côté du menton que du côté du nez. Comme ça, pas de problème à se dire est-ce que le nez il est dégagé ou pas, je tire, je trifouille, je machin. Non, vous allez provoquer des crevasses en faisant ça. Si le bébé il est vraiment en face, il va avoir le nez enfoui. Alors que s'il est décalé du côté du menton, vous voyez que le nez se dégage tout seul. Donc, il n'y a pas besoin d'y toucher. Okay, le menton très enfoui, du coup, ça aussi c'est important. Et la bouche très très grande ouverte pour que justement il soit ici, sur le bord de l'aréole, et pas du tout sur le mamelon. Le mamelon, vraiment, ça fait très mal. Si vous galérez à mettre au sein, souvent la première tétée, elle se fait assez bien parce que le bébé, il a tous ses réflexes et tout, il est hyper éveillé, il est programmé pour ça. La deuxième tétée est des fois beaucoup plus galère. Enfin, la deuxième, troisième, en tout cas, au cours des premières 24 heures, c'est parfois beaucoup plus galère. Il a moins ces réflexes-là. Et du coup, c'est vraiment à vous d'aller l'installer correctement. C'est pas genre, ah bah tiens, j'ai enfin réussi à le mettre, ça fait 10 minutes que j'y suis, je rame. Peut-être enfin et peut-être le mamelon. Je le laisse, tant pis, je le laisse faire, j'ai un peu mal, mais je le laisse faire. Bah non, parce que vous savez très bien qu'il va récupérer très peu de colostrum. C'est une tétée où vous allez entendre très très peu de déglutition et du coup qui va vous faire mal et qui va abîmer le mamelon pour la prochaine et ainsi de suite. Et après, vous allez me dire non, non, mais je peux plus mettre au sein, j'ai trop mal. Donc non, on évite absolument cette situation. Tant pis, on remet le doigt dans la bouche pour couper la succion et on réinstalle le bébé. Moi, j'ai tendance à les installer à une main parce que du coup, on en a une autre qui est libre pour justement un peu réduire la taille du mamelon. Souvent, on entend dire ah mais moi c'est normal, il peut pas prendre le sein, il ouvre pas grand là, il a pas une très grande ouverture de bouche. L'ouverture de bouche c'est pareil, c'est du réflexe, il faut la stimuler. Le mamelon, le bon endroit pour lui, c'est très enfoncé. Enfin, il faut qu'il soit pas droit devant dans la bouche du bébé, mais au niveau du palais et entre le palais dur et le palais mou dans la bouche du bébé. Donc c'est quand même loin en arrière dans la bouche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il en ait vraiment une grande partie dans la bouche. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le prends à une main. Je mets tout le poids du bébé sur mon avant-bras, alors que ce soit droit ou gauche, hein, et je le tiens, vous voyez, sous la nuque. Comme ça, je peux l'orienter, je peux le guider, et par contre, je suis pas derrière la tête. Notre bébé, il a besoin de défléchir sa tête en arrière, quelle que soit la position, hein, c'est toujours pareil, de pencher sa tête en arrière pour pouvoir ouvrir grand la bouche. Là, j'ai le menton sur la poitrine, mon ouverture de bouche, elle est comme ça. Pardon, comme ça. Je mets ma tête en, j'ouvre déjà plus grand.
Alors, je me penche. Ah, si je penche la tête en arrière, je peux ouvrir grand la bouche. C'est exactement ce que doit faire le bébé. Si le bébé, il est beaucoup trop, en fait, vous voyez, hein, les bébés, ils sont très regroupés comme ça. Si on laisse faire, le bébé va être le menton sur sa poitrine et il pourra pas, non, on voit pas, il pourra pas ouvrir grand la bouche. Il faut qu'il regarde en l'air. Donc, du coup, s'il regarde en l'air, c'est pareil, il aura le nez dégagé. Et c'est normal, hein, c'est normal que lui, il pète la bouche vraiment très en l'air. Nous, c'est vrai qu'on a plus de mal à faire. Quoique, quand on boit un verre d'eau parce qu'on a bien soif, et on penche la tête en arrière. Et pas que pour que l'eau, elle coule vers notre bouche. C'est vraiment, on a besoin de pencher la tête en arrière pour ouvrir grand. J'espère que les images sont assez parlantes pour que ça vous marque. Mais voilà, il faut vraiment que le bébé soit très orienté, un peu la tête en arrière. Au pire, il vaut mieux trop le faire que pas assez, hein. Donc à une main, on le tient comme ça, on le soutient, on lui met le menton, le mamelon au niveau du nez pour être sûr qu'il ait envie d'aller le chercher en haut et qu'il ouvre grand la bouche. Du coup, on a une main libre. 3 kilos, c'est facile à porter qu'avec un seul bras, hein. On a une main libre qu'on va mettre sur le sein et pas sur l'aréole. On va se mettre en arrière du mamelon et on va faire le sandwich comme si vous vouliez attraper un hamburger. Donc on est vraiment avec le pouce opposé aux autres doigts, toujours cette histoire de forme de C. Et on va se mettre pour en fait diminuer, on va presser le sein en fait pour diminuer un peu artificiellement la taille de l'aréole. Non seulement on lui fait ouvrir grand la bouche et en plus on réduit le sein, comme ça on est à peu près sûr que le bébé va attraper d'une partie à l'autre de l'aréole, il va tout prendre quoi. Ok. Donc on se met, si on se met un peu comme ça, comme on dit en madone là où le bébé il est à l'horizontale, et bien effectivement on va plutôt soit faire par en dessous ou alors par au-dessus à l'envers pour diminuer cette taille d'aréole. Donc là, je vais dire par en dessous. On frotte le mamelon au niveau du nez, là, comme ça, de droite à gauche ou de haut en bas. Là, le bébé, ce qu'on appelle, il a le réflexe des points cardinaux. Si on touche, il va se tourner du côté où on le stimule. Donc si on touche en haut, il va vouloir se tourner vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir les mains derrière la tête. Sinon, il ne peut pas pencher la tête en arrière. Il va ouvrir en grand la bouche. Par contre, il va faire oh, il ouvre et il referme tout de suite. Donc du coup, il faut être un peu rapide. Et quand il ouvre grand, tout de suite, on le rapproche et on garde notre main là. On attend qu'il enchaîne les suctions. Au départ, il va appréhender le mamelon, il va essayer de faire une ou deux suctions. Il voit qu'il n'y a pas tout de suite du colostrum. Il va relâcher et à nouveau, il va falloir refaire la mise au sein. Une fois, deux fois, trois fois. En fait, c'est normal, c'est fait exprès. Comme ça, le bébé, il va passer plusieurs fois sur le mamelon. Vous savez ce qui se passe quand on stimule le mamelon. Au bout d'un moment, il finit par pointer. Du coup, ça va être beaucoup plus facile pour lui pour aller l'attraper en entier. Et en plus, on aura toujours, comme il va frotter dessus quand même, on va commencer à amorcer notre réflexe d'éjection, c'est-à-dire le colostrum va être tout de suite disponible derrière l'aréole. Et donc, du coup, en fait, ça va être vertueux tout ça. Au bout d'un moment, il va se ventouser, il va faire des suctions, qui va enchaîner. Elles vont commencer à être, au départ, c'est un peu superficiel, là, il fait un peu comme ça. Et après, il va en faire des grandes, hop, une grande, hop. Et là, on sait qu'il est en train de téter de manière efficace et active. Et de temps en temps, du moins sur cette première tétée, de temps en temps, on va entendre, il va faire une succion encore plus ample, une petite pause dans le menton, et là, on va entendre le bruit. Ça va. Et ça, de temps en temps, on va l'entendre. Sur notre première tétée, on va entendre que très peu de déglutition, mais on est déjà capable d'en entendre. Des fois, on fait que les voir. On va voir effectivement la bouche plus grande ouverte, la pose dans le menton, et des fois, on l'entend pas, mais on sait qu'il en a fait une, parce qu'on a justement tous les autres signes qui nous le montrent. Tant qu'il est pas actif, moi j'ai tendance à garder ma compression mammaire, là, mon sein resserré. Donc au départ, une fois qu'il est branché, qui fait ses suctions efficaces, on peut le laisser faire et éventuellement décrocher notre main et passer comme ça. Il va faire ses suctions actives, il va faire des pauses, une ou deux de quelques secondes. J'ai tendance à le restimuler là sur la tête ou justement au niveau du sein. Dès qu'on va bouger le sein, là, ça va beaucoup le stimuler. Ou alors le long de la colonne vertébrale, on peut faire des caresses ou sur le rond, des fois gratouiller les pieds. Et le plus efficace, en fait, un bébé s'endort parce que le débit diminue. Donc en fait, il vaut mieux remettre du débit en faisant la compression mammaire. Par là, par là, par là. En fait, on peut faire tout le tour du sein en faisant notre compression mammaire. Donc j'ai tendance à le faire en fait vraiment facilement et surtout dans les 3 premiers jours, la compression, parce que c'est très efficace. C'est ça qui va rendre une tétée vraiment groupée, quoi, avec plein de suctions, plein de déglutitions en très peu de temps, avec un fort volume de lait qui va être transféré vers le bébé. Et du coup, comme notre bébé, il va avoir le réflexe de satiété au bout d'une vingtaine de minutes, s'il a reçu très peu, eh ben, il va quand même s'endormir de satiété, alors que s'il a reçu beaucoup, il va s'endormir, mais avec un beaucoup plus grand volume.
Donc du coup, vous avez des chances qu'il espace plus les tétés. Ce que je dis, c'est méga à volonté, à la demande, voire à votre demande, mais c'est vrai que des fois, ça peut être chiant. Donc du coup, si on a des tétés qui sont courtes et très efficaces, et qui reviennent que toutes les 3 heures ou 4 heures, et ben quand même, c'est quand même beaucoup plus reposant que si vous aviez fait une tétée qui va durer 1 heure parce que le bébé va tétouiller, en fait, il va pas vraiment être actif. Et à nouveau, bah, soi-disant, toutes les 3 heures, on compte du début de la tétée au début de la tétée suivante. Donc si la tétée 1 heure et qui reprend 3 heures après, bah, vous avez que 2 heures de pause, voire même que 1 heure de pause. Donc essayez de maximiser vos tétées. Il y a aussi un truc, c'est que plus on va être efficace sur les 2-3 premiers jours, plus on va faire comprendre au cerveau, hé hey, mec, il y a un bébé, il faut que tu produises à fond du lait. Ben, le mieux pour produire plus de lait, c'est quand même d'avoir plus de glandes mammaires. Et c'est ça aussi ce processus. Votre glande mammaire, elle était inexistante jusqu'à la puberté. Elle a été construite déjà en partie au moment de la puberté, puis ça s'est mis en pause. Hein. Vous voyez bien que vos seins n'ont pas augmenté de volume depuis quelques années. Au moment où vous êtes tombée enceinte, généralement, des tout premiers signaux de grossesse, c'est quand même la tension mammaire. Votre glande mammaire se remet déjà en action pour produire plus d'alvéoles et de grains de grappes de raisin et des morceaux de grappes. Et donc, du coup, ça va à nouveau se stabiliser hein, en fin de grossesse. Enfin, votre tension mammaire, vous allez l'avoir un petit peu toute la grossesse, mais il y a des périodes où ce sera quand même un peu plus simple. Et généralement, très au début, c'est quand même assez douloureux. Et après, à nouveau, un petit peu repos. Et à nouveau, vous allez reproduire de la glande mammaire au moment de la montée de lait et des 3 premiers jours. Plus vous allez produire de la glande mammaire, plus vous allez du coup avoir une capacité de stockage et de production importante, plus derrière vous allez potentiellement avoir des tétées efficaces et espacées les unes des autres. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire à fond les 3 premiers jours. Et après, c'est les vacances. C'est vraiment vous qui allez pouvoir décider de la durée de votre allaitement parce que ça va se passer de manière fluide pour le bébé. Il n'y aura pas de problème de prise de poids ou je ne sais quoi. Là, en ce moment, j'ai vraiment des bébés mais qui prennent 1,2 kg, 1,5 kg par mois, ce qui est énorme et ce qui est génial. Il n'y a jamais de trop en matière d'allaitement. Les bébés au lait maternel doivent prendre à peu près entre 800 grammes et 1,2 kg par mois pendant 3 mois. Après, c'est un petit peu plus modéré. Pendant les 3 mois suivants, on va être plutôt sur 600-800 grammes, alors que les bébés au lait artificiel vont prendre 600-800 grammes pendant 6 mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'au départ, une prise de poids de seulement 600 grammes sur le premier mois, c'est pas génial quand on est avec un bébé qui est en allaitement exclusif. Et je trouve qu'il faut revoir, mais généralement, c'est aperçu avant ça que ça allait pas. Hein. On n'attend pas un mois. Normalement, c'est pas sur la balance qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que des fois les pédiatres peuvent être faussement rassurants, les pédiatres ou les médecins, alors qu'il y a un souci derrière. C'est pour ça que là, il faudra me donner normalement, j'ai tout le monde sur place et je vous donne les documents qu'il faut. Il y aura des courbes, hein, je vous donnerai plein de prospectus sur l'accompagnement de l'allaitement, mais il y a surtout des courbes de poids qui sont spécifiques aux bébés allaités. Dans les carnets de santé, soi-disant, ouais, c'est cool, c'est des bébés, on a changé les courbes, elles ont été remises à jour, normalement c'est plus fiable. Ouais, parce qu'en fait, on était les seuls en France à utiliser des courbes juste avec des Français, des bébés français. Sauf qu'en France, on est tellement mauvais en matière d'allaitement qu'en fait, c'était des bébés, les bébés français, c'est des bébés qui sont très rapidement au lait artificiel. Donc, ça colle pas aux bébés qui sont au lait maternel ou qui doivent prendre plus de poids plus vite. Donc, je vous donnerai les courbes et vous pourrez faire le petit jeu de remplir les poids au fil de l'eau, là, au fil des semaines et des mois, sur les 2 courbes et vous verrez que la pente, elle est plus forte au départ avec le lait maternel et un peu plus modérée ensuite. Ils doivent continuer à prendre du poids, bien entendu, hein, mais c'est plus modéré ensuite. Donc et des fois, après, on s'inquiète de trop alors qu'en fait, c'est normal. Bref, vous ferez l'exercice. Tant que votre bébé il est dans les couloirs, qu'il ne change pas de couloir, c'est qu'il est bien. Tant que c'est harmonieux, c'est qu'il est bien, quel que soit ce qu'en pense le pédiatre, mais sur la bonne courbe. Euh, donc du coup, voilà, il fait notre succion, machin, il ouvre grand la bouche, il se ventouse, et après, on fait notre compression mammaire pour que ce bébé, il maintienne ses succions actives, régulières, fréquentes. Quand il commence à faire trop de pauses malgré la compression mammaire, on le déventouse et on le met surtout à l'autre sein. Et on essaye d'avoir au moins sur ces 2-3 premiers jours des tétés aux 2 seins pour stimuler justement bien de manière équilibrée la poitrine. En fait, on a la technique, comme on dit des fois ABBA, c'est-à-dire un sein à volonté, là où le bébé il a faim, bah, il va forcément être plus efficace sur le premier sein. Et le deuxième, c'est un petit peu le dessert, c'est pour fignoler. Donc du coup, le deuxième, il sera moins vidé, entre guillemets, moins stimulé sur cette tétée-là. Du coup, à la tétée suivante, on va commencer plutôt par ce sein-là, parce qu'il a été moins stimulé, parce qu'il est plus plein aussi. Et donc, du coup, le deuxième devient le premier et le premier devient le deuxième. Okay, et ainsi de suite. Mais on n'a pas que 2 seins. S'il faut, si sur le deuxième sein, le bébé il montre toujours des signes qu'il a encore faim, qu'il ne s'endort pas vraiment comme à lacter, c'est qu'il a encore faim et on rechange de sein. Et on peut donner 4, 5, 6 seins par tétée s'il faut.
Dès que le bébé il commence à être moins efficace, qu'il y a moins de déglutition, moins de succion enchaînée, c'est qu'il faut changer de sein. Tac. Il y a des fois, le matin, on a plus de lait parce qu'en fait, le pic de prolactine, on a quand même, je vous disais, à peu près un niveau de base en plus des pics. Le niveau de base, il est au plus fort à 4 heures du matin. Donc forcément, les tétées de nuit sont les plus efficaces, les plus productives. Et en début de journée, voilà, si on a eu la chance d'avoir un bébé qui enchaînait un petit peu les heures de sommeil la nuit, et ben normal, il va téter un peu plus le matin pour se rattraper. Le reste de la journée, on est à peu près toutes les 2, 3, 4 heures, quelque chose d'un peu régulier et de calme, avec un bébé qui dort beaucoup entre les tétés, qui fait quasiment que ça. Et le soir, quand on va se rapprocher du soir, là, 18-19 heures, il va passer un petit peu en mode open mini bar, téter en continu, jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure ou 2 heures du matin. Et après, à nouveau, ça va être un peu plus espacé. Bah ouais, parce que du coup, on est loin du pic de prolactine, on est à 12 heures plus loin. Du coup, on a moins de lait. Mais par contre, le lait, il va être plus gras, plus riche. Donc, il va lui en falloir peu, mais il va être quand même rassasiant parce qu'il est très gras. Mais il va y revenir fréquemment quand même pour avoir son volume de lait. Enfin, il n'y a pas besoin du coup de petits biberons de complément du soir, hein. Très souvent, j'entends oh là là, il tète beaucoup le soir, du coup, moi, je donne un petit biberon le soir, comme ça, je suis tranquille la nuit. Non, il réclamera de toute façon beaucoup à téter le soir, c'est de manière physiologique. Et cette histoire de cortisol hein, qui est abondant le soir, donc qui fait que de toute façon les bébés sont beaucoup plus éveillés et qui fait qu'ils vont réclamer beaucoup, ils sont beaucoup plus excités aussi, beaucoup plus agités. Et si on veut limiter les pleurs du soir, on a à lui mettre la bouche pleine, comme ça il ne peut pas crier, entre guillemets. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui, dès que le bébé commence à s'exprimer, ils mettent la tétine. Entre guillemets, c'est un peu pareil, mais sauf qu'au sein, c'est différent. C'est qu'au départ, il faut déjà faire une montée de lait correcte avant de se dire, ok, je vais mettre un petit peu le haut là sur le nombre de tétés. Plus vous allez faire à volonté le soir, plus vous avez de chances que le bébé derrière, il enchaîne les heures de sommeil la nuit. Donc ça, vous avez tout intérêt à donner à fond le soir. Le rythme, il va un peu se calmer vers 2 mois, 3 mois. Hein. Le soir, ça va être... De toute façon, plus vous allez faire à volonté, plus effectivement, il va avoir une belle lactation, une belle production. Au lieu que ce soit de 18 heures jusqu'à 2 heures du matin, après, ça va être de 18 heures à 1 heure, puis de 18 heures à minuit, puis de 19 heures à minuit, puis ça va s'espacer, ça va pas être en continu, mais ça va être toutes les 2 heures, puis vraiment toutes les heures. Ça va être plutôt cool finalement. Et du coup, vous allez effectivement avoir un bébé. La tétée de 4 heures du matin, là, elle reste un petit peu fixe. Hein, ces bébés, bah là, si vous êtes déjà réveillé à 4 heures du matin, c'est pas pour rien. C'est parce que vous savez que votre bébé il va avoir des tétées entre 3 et 5 heures. C'est là où on sait que autour du pic du prolactine, c'est là où il va téter le plus. Et du coup, si effectivement il a fait sa dernière tétée à 23 heures, ben entre 23 heures et 5 heures ou 4-5 heures du matin, ça commence à faire quelques heures de sommeil pour vous. Donc c'est quand même plutôt cool. Vous en plus, si le soir il fait vraiment, il vous met en mode gant de toilette, les seins très souples, ben, c'est plus agréable aussi pour dormir. Hein, donc vous serez moins gonflé quoi. Et généralement quand il se réveille, vous êtes très contente qu'il se réveille parce que vous allez pouvoir enfin faire le vide aussi. Euh, et donc, du coup, bah, vos seins vont quand même s'habituer. Hein, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, les seins s'habituent et ils sont beaucoup plus souples en permanence, ce qui vous permet d'être confortable. C'est quand même l'âge où il y a quand même beaucoup de bébés qui commencent à vraiment se passer la nuit. On dit que le bébé, il a fait ses nuits à partir de 6 heures à la suite. Hein. Il ne faut pas s'attendre à plus. Mais du coup, bah, vous, en 6 heures, vous seriez comme ça, en mode explosion ultime, si effectivement les seins surproduisaient en permanence. Au départ, on est plutôt en surproduction, et après, on est vraiment à la demande. Vers 2 mois et demi, 3 mois, des fois, on voit sur Internet, on dit qu'on passe en mode automatique. C'est pas vrai, hein. Il y a toujours cette histoire de pic de prolactine et tout, sauf que le niveau de base a un peu diminué, et on va produire du lait seulement pendant la tétée parce qu'il y aura la succion qui sera là. C'est aussi le moment où il y a quand même certaines femmes qui ont le retour de couche parce qu'il y a moins de prolactine de base. Hein. Et donc ce bébé, en fait, il va effectivement galérer un petit peu plus longtemps à avoir son réflexe d'ocytocine et le réflexe d'éjection au sein. Donc il faudra vraiment une bonne minute, voire 2 minutes avant que le lait soit abondant pour lui. Mais du coup, entre les tétés, on va avoir les seins très souples. Au moment où il tète, on va avoir l'impression qu'on va exploser. On a les seins à nouveau très fermes, très tendus, très remplis. Il fait le vide, il tète, il tète, il tète, il tète. On donne le deuxième, il tète, il tète, il tète, il tète. On est ouvert à nouveau, on est très souple. S'il y avait encore un peu du lait qui était prêt à être expulsé, il paraît qu'il retourne dans les alvéoles mammaires, il retourne en arrière pour être dispo pour la tétée suivante. Et donc à nouveau, entre deux tétées, les seins sont très souples. Il y a des fois des femmes qui disent ah bah ça y est, j'ai plus rien, c'est la fin du lait, j'ai les seins tout dégonflés. Non, non, non. Hein. Effectivement, il peut même y avoir une petite involution du volume de la glande, mais on ne peut pas rester en mode Lolo Ferrari pendant 1 an ou 2 ans non plus. Hein. Donc c'est normal qu'on ait un petit peu moins de volume. On a puisé pas mal dans les graisses mammaires, mais on a remplacé par de la glande mammaire. Donc on a des seins, j'ai des fois des copines, celles qui allaitent longtemps,
Elles ont des seins qui sont très très réduits en volume, mais qui elles allaitent toujours. Et quand on demande aux bébés, parce que, quand ils sont grands, hein, là en particulier en ce moment, j'ai une copine, elle en est à 4 ans d'allaitement. Mais franchement, elle a plus rien. Moi qui me plaignais d'avoir des petits seins, mais elle a vraiment presque plus rien. Elle a vraiment même pas un œuf au plat avec l'aréole posée dessus. Et quand on demande au petit, hein, parce que bon, il est en âge scolaire, hein, 4 ans, et elle dit bah, mais il y en a encore du lait. Ah ouais, ouais, il y en avait plein ce soir. Hein. Puis en plus, on peut continuer à rigoler. Et il a quel goût? Ah, mais aujourd'hui, c'était goût fraise. Mais il y a quand même beaucoup de bébés qui disent que ça ressemble à la fraise, donc on peut finir par se poser la question s'il n'y a pas vraiment une espèce de goût fraise comme ça, parce que moi aussi, mon fils disait que c'était goût fraise. Donc, très chelou. Alors, à 2 ans, hein. Moi, j'ai pas allaité 4 ans. Mais en tout cas, ils s'en souviennent longtemps aussi, donc c'est ça qui est rigolo. Donc, du coup, voilà pour notre première tétée. Et vous avez compris un petit peu ce qui va se passer par la suite. C'est que du coup, si notre première tétée se passe bien, bah, ce bébé, il va avoir vachement appris de son expérience et il va tout de suite au moins refaire facilement ce qu'il aura fait, c'est-à-dire la bouche grande ouverte, la position, les réflexes, la succion. Tout ça, il va le refaire plus vite. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir cette première tétée le plus rapidement possible, enfin, autour de 1 heure de vie. En maternité, des fois, bah, oh bah, tiens, il y avait beaucoup de sutures à faire, ou des soins, ou des machins. On n'a pas pu faire la première tétée. Oh, c'est pas grave, vous la ferez en chambre. Et puis là, le bébé, comme il a été reficelé, il est plus en peau de la peau, il est habillé de la tête aux pieds, en mode comme ça, dans sa turbulette, et dans son berceau, loin de la mer. Enfin, loin, il est à 1 mètre, hein, mais c'est déjà loin. Et bah, du coup, il va pas du tout se manifester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça peut être très long des fois avant qu'il se remanifeste et très galère. Pour refaire des tétés, c'est vrai que mon dernier accouchement que j'ai eu vraiment à domicile, super tété à la naissance, il y a même eu des déglutitions et tout. Accouchement vers 14 heures. Deuxième tété seulement qu'à 19 heures, où même on a dû s'échanger des SMS et tout, j'y arrive pas, machin, et puis finalement ils ont réussi tout seuls. Et puis là, ils ont réessayé régulièrement dès que le bébé s'est un petit peu manifesté dans son berceau. Alors, manifester, les premiers signaux d'éveil, c'est vraiment un bébé qui a les poings serrés, là, qui commence à être un peu en regroupement dans son berceau, où on commence à voir ça bouge, il commence à bouger un petit peu, remuer dans son lit, les yeux qui roulent sous les paupières, des petits mouvements de bouche comme ça, comme s'il se tournait vers un sein imaginaire aussi. Ça, c'est des signaux que le bébé, il est prêt à téter, même s'il est encore endormi, hein, les yeux fermés, il est encore. Hein. On n'attend pas que le bébé soit réveillé avant de lui proposer le sein. On peut déjà lui proposer comme ça, parce que cette phase-là, elle peut durer que quelques minutes avant qu'il repasse dans une phase de sommeil profond et qui, du coup, ben, hop, la prochaine tétée, elle est encore repoussée d'une cinquantaine de minutes. Les phases de sommeil du bébé, c'est toutes les 45 à 50 minutes. Donc, du coup, ces petits signaux-là, on les a assez régulièrement. Ça veut dire qu'on est quasiment capable de proposer des tétés quasiment toutes les heures, même si c'est très peu. Hein. Et ben, mine de rien, dès qu'il bouge, ah ben, on n'hésite pas, hop, on le remet, on lui propose, on stimule au niveau du nez, il ouvre et il gobe, tant mieux, il fait des suctions, tant mieux, même si c'est qu'une dizaine de suctions, c'est pas grave, je vous rappelle, l'estomac, c'est ça. Donc ça ira très bien. Et vous allez vachement activer votre sécrétion en attendant. Et ce dernier accouchement, bah, en fait, il n'y a pas eu de tétée efficace jusqu'à ce que je revienne le lendemain finalement. Jusqu'à ce que je fasse les soins. La visite, elle était sur les coups de midi, je crois. Je suis passée à la pause déjeuner. Du coup, c'était long, le bébé, il n'a pas tété. Et au final, à force de stimuler vraiment sur les réflexes, alors il y avait eu quelques vomissements, des régurgitations avec des glaires, là. Du coup, des fois, ça remonte, et finalement, ils finissent par les avaler. Et ça les nourrit aussi. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, les premières 24 heures, ils ne pas beaucoup. C'est pas très grave, parce que c'est vrai que les glaires nourrissent vraiment. Mais on essaie de solliciter régulièrement pour avoir des tétés. Si on n'y arrive pas, tant pis, mais il va falloir qu'à un moment donné, il y en ait quand même. Et du coup, ça va le nourrir et c'est pas très grave. Et moi, après le lendemain, j'ai vraiment refait moi-même la mise au sein en stimulant bien et tout. Et j'ai pu avoir une tétée. Et là, après, ça a roulé. Au cours de ces deuxièmes 24 heures, le bébé est beaucoup plus éveillé. Il est beaucoup moins gêné par les glaires aussi. Et donc, il va se manifester bien plus régulièrement pour avoir des tétées. Il va à nouveau bien plus ouvrir la bouche, bien plus grand. Ce sera beaucoup plus facile. Et c'est normal. Donc, c'est bien cette deuxième journée. Elle vous prépare. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que ça pouvait être un peu le bordel le soir là. Et bien en fait, cette deuxième nuit avec le bébé, c'est généralement ce qu'on appelle la nuit de Java. Donc très calme les premières 24 heures, c'est vous qui êtes hyper excité à regarder pendant 24 heures ce nouveau bébé là. Ouais, il est tout beau, machin, il ressemble à qui Est-ce qu'il ressemble à Julia Est-ce qu'il ressemble à papa Est-ce qu'il ressemble à mamie Voilà, c'est trop mignon. Donc on est très éveillé pour eux, mais parce que eux justement, ils sont pas du tout éveillés. C'est réflexe, hein. Enfin c'est pas réflexe, c'est survie de l'espèce. Hein. C'est vraiment des choses, c'est l'évolution qui a fait que, comme nous, nos bébés sont très détendus, on va dire, les premières 24 heures très peu actifs, nous, on est actifs pour eux. On a du mal à s'endormir. Par contre, les deuxièmes 24 heures,
eux deviennent très actifs et nous, bah, ça y est, on a fait 2 nuits blanches, là, une pour l'accouchement, une pour parce qu'on a regardé notre bébé. Et bah, du coup, cette fois-ci, on a un peu plus envie de dormir, mais cette fois-ci, bah, lui moins. Et c'est là qu'il va vouloir téter quasiment jusqu'à 5 heures du matin en mode frénétique. Droite, gauche. Prévoyez de ne pas dormir sur cette nuit de Java. Parce que au pire, si vous dormez 1 heure ou deux, vous serez contente. Alors que si vous n'étiez pas au courant, vous allez dire, oh là là, mais c'est pas possible, collez-lui un biberon, la tétine. Ah, mais c'est réflexe de succion. En plus, on l'entend en maternité. Oui, oui, non, mais il a tété il y a 1 heure, il a pas faim, réflexe de succion, collez-lui la tétine. Et du coup, on saute une tétée, on saute une deuxième. Et là où on aurait dû avoir notre montée de lait, ben, on fait patienter un bébé qui en fait a faim et qui, lui, ben, il se rend pas compte, hein, succion pour succion, il va s'endormir sur cette tétine et il va pas téter et il pourrait potentiellement passer en hypoglycémie ou même sans que ce soit aussi sévère. Juste espacer les tétés, lui, il va en fait, on dit un bébé se laisse pas mourir de faim. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Un nouveau-né, oui. Un nouveau-né, on appelle un nouveau-né jusqu'à 1 mois de vie et ensuite c'est un nourrisson jusqu'à 2 ans. Et ben en fait, un nouveau-né, il peut se laisser mourir de faim. C'est à vous d'aller stimuler des tétés pour en avoir parce que lui, il pourrait carrément, si ça lui peut lui demander trop d'efforts de se réveiller par rapport à rester endormi et économiser les quelques calories qu'il a d'avance. Donc il faut être assez vigilant, c'est à vous d'aller proposer des tétés et vérifier que ce bébé il a bien tété régulièrement. Donc on va se donner un max de 4 heures entre deux tétés les premiers temps, jusqu'à ce que la prise de poids soit bonne et que vraiment on sait que ça se passe bien, le bébé il se réveille de lui-même pour téter et tout. Et après il a droit à une fois 6 heures la nuit. Ok, enfin, une fois 6 heures par 24 heures, on espère que ce soit la nuit. Mais au cours du premier mois, on demande jusqu'à de 8 à 12 tétés par 24 heures. On arrive sur à peu près 1 heure d'enregistrement. Je vais faire une pause. Enfin, vous me verrez toujours. Hein, je vais juste quitter l'enregistrement et redémarrer. Hop, arrêtez.